Bonjour. Je remercie mon collègue Kevin Magnier-Méran de m'avoir associé à ce colloque consacré aux techniques contractuelles, dans le cadre duquel je traiterai de la clause de déchéance. L'objet de cette clause est de priver un contractant d'un avantage ou d'une prérogative lorsqu'il manque à l'une de ses obligations. La clause de déchéance fait donc partie de la catégorie plus large des clauses dites sanctions, autrement dit des clauses qui visent à condamner le comportement fautif d'un contractant. Elle présente de fortes analogies avec la clause de résiliation lorsque la déchéance porte sur le bénéfice d'un terme contractuel. En matière d'opération de crédit, en particulier, la déchéance du terme rend le prêt immédiatement remboursable et donc produit les effets d'une résiliation. Mais la déchéance n'a pas toujours pour effet de mettre fin au contrat. Elle peut aussi simplement priver temporairement un contractant du bénéfice d'une prérogative. C'est ce qui se passe en particulier dans les contrats d'assurance, où elle sanctionne l'inexécution par l'assuré de ses obligations de déclaration après la survenance d'un sinistre. Dans ce cas-là, l'assuré sera à un moment donné privé du bénéfice d'une indemnisation parce qu'il aura manqué à son obligation de déclaration, mais le contrat n'est pas pour autant rompu automatiquement et la couverture pourra produire ses effets à l'occasion d'un sinistre postérieur. Le raisonnement est le même pour les clauses de déchéance de la garantie de passif insérées dans les cessions de droits sociaux qui viennent sanctionner la défaillance du cessionnaire au titre de son devoir d'information du cédant lorsque survient un événement susceptible d'engager la responsabilité de la société et donc de déclencher cette garantie de passif. Là encore, un manquement à un instant donné pourra emporter la déchéance du bénéfice de la garantie de passif, mais cette même garantie pourra jouer ultérieurement à l'occasion d'un autre événement susceptible d'engager la responsabilité de la société. Alors ces clauses sont très fréquentes dans ces trois cas de figure qui viennent d'être rappelés et elles présentent plusieurs intérêts. Comme toutes les clauses sanctions, tout d'abord, la clause de déchéance a pour intérêt de permettre la mise en place d'une sanction automatique, d'une sanction donc sans que le créancier ait besoin d'agir en responsabilité contractuelle et de saisir le juge. Donc la déchéance joue sans l'intervention du juge, du seul fait de la défaillance, et sans que le créancier n'ait non plus à rapporter la preuve d'un préjudice. Par ailleurs, le fait qu'elle se traduise aussi par la perte d'un avantage, la perte d'une prérogative apportée par le contrat, va lui conférer une utilité et une efficacité supérieure à l'octroi de dommages et intérêts auxquels conduit l'action en responsabilité de droit commun. Donc, son premier avantage se situe au niveau de la sanction. De manière plus spécifique, par rapport aux autres clauses sanctions, les clauses de déchéance présentent ensuite l'intérêt, dans le cadre d'une relation contractuelle, de permettre d'insister auprès d'un contractant sur les obligations essentielles du contrat. Et elles permettent de responsabiliser ce contractant en renforçant la force obligatoire du contrat. Par exemple, en matière de crédit,
Elles vont sanctionner la défaillance de l'emprunteur en cas de défaut de remboursement, bien sûr, mais elles peuvent aussi sanctionner les fausses déclarations que ferait un emprunteur pour obtenir du crédit, en trichant sur ses capacités d'endettement. Et donc, dans ce cas de figure, elles permettent d'insister sur la loyauté avec laquelle l'emprunteur doit informer le prêteur de sa situation pour lui permettre d'évaluer le risque attaché à l'opération. Il en est de même en matière d'assurance. Elles présentent des utilités assez proches puisque les clauses de déchéance vont permettre aux assureurs de se protéger contre les fausses déclarations des assurés qui chercheraient à obtenir illégitimement une indemnisation. Quant aux clauses de déchéance de garantie de passif, elles visent à responsabiliser les cessionnaires en les incitant à informer rapidement les cédants d'événements de nature à engager la responsabilité de la société et donc à déclencher la garantie de passif pour permettre aux cédants de réagir vite, de défendre les intérêts de la société et de minimiser donc le risque de devoir indemniser le cessionnaire. Alors, lorsqu'elles sont prévues contractuellement, en sachant qu'il existe aussi des cas de déchéance légale sur lesquels nous ne nous attarderons pas, mais lorsqu'elles sont prévues contractuellement, eh bien sûr, ces clauses soulèvent la question de leur encadrement légal et de la marge de manœuvre qui sera laissée aux parties dans leur utilisation. Alors à ce sujet, nous laisserons de côté, je n'aborderai pas les dispositions spécifiques qui ont été adoptées dans le cadre de la crise sanitaire par les ordonnances, notamment les ordonnances du 25 mars 2020. Parmi ces ordonnances, il y en a une relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire qui a paralysé les effets de nombreuses clauses sanctions, dont les clauses de déchéance, pendant la première période juridiquement protégée qui s'est étalée entre le 12 mars et le 23 juin 2020. Donc les clauses sanctions ont été neutralisées pendant cette période pour laisser un répit aux débiteurs dont les moyens financiers ont pu être réduits et les capacités d'exécution des contrats ont pu être réduites du fait du confinement. Donc, je ne reviendrai pas sur ces règles spécifiques, mais on peut quand même souligner que le fait que les clauses de déchéance aient été expressément incluses dans le dispositif, aux côtés des clauses pénales ou des clauses résolutoires, et prises en considération, montre en tout cas l'importance pratique qu'elles revêtent. Alors en dehors de ces dispositions que l'on peut qualifier de conjoncturelles, quel cadre est donné à ces clauses? La réponse à cette question n'est pas simple parce que le régime des clauses de déchéance n'est pas uniforme. Donc il faut signaler avant toute chose que la clause de déchéance peut faire l'objet d'une réglementation spécifique dans certains domaines. Alors c'est le cas en matière de contrat d'assurance où le législateur a fixé plusieurs exigences dans le souci de protéger l'assuré et d'éviter que la déchéance ne soit trop systématique. Donc, dans ce domaine, les clauses sont encadrées. Elles doivent notamment faire apparaître de manière très claire dans les contrats et elles doivent spécifier de manière extrêmement précise également les manquements qui sont sanctionnés par la déchéance. Une réglementation spécifique existe aussi en droit du crédit. Les clauses de déchéance du terme ne sont par exemple autorisées dans les crédits à la consommation
que pour sanctionner l'emprunteur au titre du remboursement du crédit, donc en cas de défaillance dans le remboursement du crédit. En revanche, on ne peut pas les insérer pour sanctionner un manquement à son obligation de déclaration de sa situation financière. On rappellera aussi que, de manière générale, les clauses de déchéance du terme sont réputées non écrites lorsque leur application est prévue du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur, à l'exclusion de l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Donc on a également des dispositions particulières en droit des entreprises en difficulté. Donc la première difficulté à laquelle on se heurte tient au fait qu'on a une réglementation assez éparse en la matière. Par ailleurs, comme toute clause, la clause d'échéance, si elle crée un déséquilibre significatif au profit d'une des parties, peut voir son efficacité remise en cause sur divers fondements qui sont bien connus. L'article L212-1 du Code de la consommation, si la clause est insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. L'article 1171 du Code civil, depuis la réforme des obligations, si la clause n'a pas été négociée et a été insérée dans un contrat d'adhésion. Et enfin, sur le fondement de l'article L442-1 du Code de commerce, si la clause est inscrite dans un contrat conclu entre professionnels. Alors malgré ces différentes sources réglementaires et le cumul de ces réglementations, plusieurs conseils rédactionnels peuvent être donnés qui sont valables pour toutes les clauses d'échéance, quel que soit donc le contrat dans lequel ces clauses sont insérées. Alors le premier de ces conseils, le premier que l'on pourrait donner, consiste à se conformer à la réglementation applicable en fonction du type de clause d'échéance. Alors évidemment, cela va de soi, cela va sans dire, il faut se conformer au texte. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut résister à la tentation de contourner une réglementation en dissimulant une clause de déchéance derrière une autre clause qui aurait une autre dénomination. Je prendrai pour exemple, à titre d'illustration, un arrêt qui a été rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 janvier 2020, un arrêt très commenté qui a été rendu en matière de nantissement de comptes et qui a condamné la clause autorisant la banque bénéficiaire du nantissement à bloquer le compte bancaire en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'emprunteur. A priori, cette clause n'a pas de rapport avec les clauses de déchéance et l'arrêt a d'ailleurs été très critiqué en doctrine sur le terrain du droit des sûretés car on pouvait soutenir qu'en bloquant le compte, le créancier nanti ne réalisait pas sa sûreté et il ne contrevenait donc pas au droit des procédures collectives. Sauf que d'un point de vue économique, en permettant aux banquiers nantis de retenir le solde du compte à hauteur de sa créance, la clause de blocage produisait pour le débiteur exactement la même contrainte, le même effet qu'un paiement, puisque la clause prive le débiteur de l'usage des fonds déposés sur le compte. Financièrement, du côté du débiteur, le résultat est exactement le même, que l'on bloque les fonds ou qu'on le contraigne à un paiement. Et par conséquent, la clause de blocage produit finalement les mêmes effets
qu'une clause de déchéance du terme qui rend le prêt immédiatement exigible, clause que l'on sait donc réputée non écrite, que l'on sait inefficace du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective. Alors là, on était dans un cas de figure où il n'y avait pas eu de volonté de la part de l'établissement de crédit de maquiller la clause de blocage du compte, ou plus exactement de maquiller une clause de déchéance à travers une clause de blocage du compte. Mais ce qui est intéressant dans cette décision, c'est qu'elle montre que les juges sont capables de faire preuve de beaucoup de pragmatisme dans l'analyse des clauses, dans l'interprétation des clauses, qu'ils ne s'arrêteront pas à sa dénomination, qu'ils ne s'arrêteront pas à sa formulation, et qu'il faut donc se garder de chercher à maquiller une clause de déchéance lorsqu'elle est soumise à une réglementation précise qu'il convient donc de respecter. Alors, le deuxième conseil rédactionnel consiste à relever que la déchéance doit donc également être stipulée de manière à être proportionnée aux manquements reprochés au débiteur. Un équilibre doit être trouvé entre les intérêts de chaque partie. La clause doit être utile à son bénéficiaire, naturellement, mais elle ne doit pas non plus pénaliser de manière injustifiée celui qui subira la déchéance, le cas échéant. Alors, cette idée de proportionnalité renvoie à plusieurs points. D'abord, cela signifie que la clause doit identifier de manière précise là où les obligations dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance. Il s'agit en quelque sorte d'appliquer un principe de spécialité. La déchéance ne peut pas être générale, elle ne peut pas sanctionner tout manquement sans précision, au risque de perdre toute crédibilité. Elle peut sanctionner des obligations qui seraient simplement complémentaires, simplement annexes à l'obligation principale, mais ces obligations doivent être identifiées, quitte à devoir être énumérées si le créancier souhaite prévoir cette sanction pour plusieurs obligations. Ensuite, toujours dans l'idée d'une proportionnalité à respecter, les obligations visées doivent être suffisamment importantes ou le manquement sanctionné doit être suffisamment significatif pour justifier la gravité de la sanction incarnée par la déchéance. Il s'agit d'une sanction grave qui ne peut donc s'appliquer qu'en cas de manquement grave ou manquement à une obligation importante. En matière de crédit, a par exemple été jugée abusive la clause dite de déchéance par contagion qui autorisait le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un prêt, à se prévaloir de la déchéance du terme de tous les prêts octroyés à l'emprunteur, y compris des prêts qui étaient normalement remboursés. De même, lorsqu'une déchéance du terme sanctionne le manquement de l'emprunteur à l'obligation de communiquer des informations sur sa situation, les juges limitent l'efficacité de la clause aux seuls renseignements qui sont essentiels, qui sont décisifs pour la banque parce qu'ils ont une incidence sur l'appréciation du risque de défaillance.
Donc il faut que la sanction de la déchéance ne soit pas disproportionnée au manquement de l'emprunteur. Le raisonnement est le même en matière d'assurance et a été mis en évidence par la Cour de cassation dans 2 arrêts du 5 juillet 2018, dans le cadre desquels la Cour de cassation a jugé que l'assureur ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance de garantie pour fausse déclaration de l'assuré relative à un sinistre si l'assuré était de bonne foi. Autrement dit, s'il avait seulement commis une erreur dans ses déclarations. L'assureur, donc, ça signifie que l'assureur ne peut pas prévoir une déchéance de garantie pour toute fausse déclaration, sans distinction. La déchéance ne sera considérée comme une sanction appropriée, une sanction proportionnée, que si la fausse déclaration résulte d'un comportement malhonnête de la part de l'assuré. Donc pour prévenir tout litige, il est conseillé tout simplement de spécifier que la déchéance ne jouera qu'en cas de fausse déclaration intentionnelle ou de fausse déclaration faite sciemment en connaissance de cause. La troisième observation porte sur le fait que la clause doit non seulement précisément identifier là ou les obligations sanctionnées par la déchéance, mais elle doit également préciser les modalités de son exécution pour prévenir toute contestation au moment de sa mise en jeu. Par exemple, si la déchéance sanctionne le défaut de transmission d'une information, il est conseillé de préciser quand et comment cette information doit être transmise pour éviter tout litige sur la caractérisation du manquement. Autre exemple en matière bancaire, lorsque le prêteur exige que l'emprunteur justifie d'une certaine capacité financière pendant toute la durée du crédit sous peine de déchéance. Dans ce cas, il est nécessaire d'indiquer précisément le ratio financier que l'emprunteur doit respecter et de l'indiquer en s'appuyant sur des données chiffrées, par exemple en mentionnant le chiffre d'affaires annuel minimum dont doit pouvoir justifier l'emprunteur. Il est nécessaire de s'appuyer donc sur des données objectives qui permettront d'apprécier facilement et de manière indiscutable si l'emprunteur a ou non correctement respecté ses obligations, ce qui permet de prévenir donc toute contestation ultérieure. Plus la clause sera plus précise et bien sûr moins il y aura de risque de remise en cause de la régularité de la clause et moins les risques de contestation seront élevés. Enfin, ma dernière observation portera sur le comportement du créancier dans la mise en jeu de la clause de déchéance. Sur ce point, il faut relever que les clauses peuvent être rédigées de différentes manières, en prévoyant soit le jeu automatique de la déchéance, donc sur la seule constatation d'un manquement du débiteur, ou en faisant de la déchéance une simple faculté pour le créancier. Le jeu automatique de la déchéance présente l'avantage d'écarter toute contestation possible du comportement du créancier dans l'application de la clause.
Par un arrêt du 19 juin 2019, la Cour de cassation a ainsi refusé de remettre en cause le jeu d'une clause de déchéance de garantie de passif sous prétexte que le cédant l'aurait mise en œuvre de mauvaise foi. La Cour de cassation a relevé que le contrat prévoyait une application automatique de cette clause, que le créancier n'avait donc pas le choix et par conséquent qu'on ne pouvait pas lui reprocher un comportement déloyal ou une utilisation déloyale de cette clause. La situation sera forcément différente si le créancier se réserve la liberté de décider ou non de se prévaloir de la déchéance en cas de défaillance de son cocontractant. Par exemple, dans les opérations de crédit, il est fréquent que soit stipulé que le prêteur pourra, si bon lui semble, retenir la déchéance du terme en cas de manquement de l'emprunteur à ses obligations. Dans ce cas, la Cour de cassation a précisé, par 2 arrêts rendus en 2018, que la mise en œuvre de la clause pouvait faire l'objet d'un contrôle judiciaire et que la clause qui laisserait croire à l'emprunteur que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire est une clause qui doit être considérée comme abusive et donc réputée non écrite. Alors, il ne faut pas en déduire pour autant que cette deuxième catégorie de clauses est forcément à bannir ou à déconseiller. En matière bancaire, les déchéances sont stipulées facultatives parce que leur finalité est avant toute chose de faire pression sur l'emprunteur pour qu'il informe tout au long de l'opération l'établissement de crédit de sa situation financière et économique afin de permettre à la banque de réévaluer le risque pris sur son client. Cela signifie que la banque ne cherchera pas automatiquement à se prévaloir d'une déchéance du terme en cas de manquement à ce devoir d'information. Elle pourra aussi donc réévaluer son risque et proposer une renégociation du crédit. Et en pratique, on constate donc que les banques ne font jouer que très rarement finalement ces clauses de déchéance qui leur permettent surtout d'exercer un droit de regard sur la situation de l'emprunteur. Donc les établissements bancaires savent que si elles mettent en jeu ces clauses, cette mise en jeu peut éventuellement être contestée et contrôlée par les tribunaux. C'est un risque connu et c'est un risque qui est assumé. Donc les deux formulations peuvent avoir chacune leur intérêt en fonction des circonstances. Une clause automatique sera moins génératrice de contentieux, mais une clause qui ne prévoit qu'une déchéance facultative pour laisser une marge de manœuvre au créancier peut aussi avoir son utilité. Alors en guise de conclusion, je dirais qu'à mon sens, il faut avoir à l'esprit que malgré tout le soin apporté à la rédaction de la clause et notamment aux obligations sanctionnées par la déchéance, à l'identification, la détermination des obligations sanctionnées par la déchéance, le risque d'un contrôle a posteriori du juge ne peut pas totalement être écarté. Le risque zéro n'existe pas. Et donc, le bénéficiaire de la déchéance, dans tous les cas, aura toujours intérêt à faire preuve de loyauté, aussi bien dans la rédaction de la clause que dans sa mise en œuvre.
D'abord parce que ça lui permettra d'anticiper d'éventuelles difficultés, et ensuite parce qu'il se placera de cette manière dans une position qui lui sera favorable en cas de contestation ultérieure. Je vous remercie pour votre attention.